Bonjour, ceci est la deuxième vidéo sur la partie 6 du cours de compilation, représentation intermédiaire, et ça va être une partie sur l'ordonnancement d'instructions. Donc si je suis dans un bloc de base, ce bloc de base est constitué moralement d'une suite d'instructions, et ces instructions, certaines d'entre elles peuvent éventuellement être ordonnancées, c'est-à-dire réordonnées, afin de construire un bloc de base dont l'exécution se passe éventuellement plus rapidement, ou avec moins de traces mémoire. Donc c'est l'objet de cette partie du cours. Donc en général, voici le problème. On est à l'intérieur d'un bloc de base et on a envie de changer l'ordre des instructions pour optimiser, suivant une certaine métrique, ou un ensemble de métriques, et sans couper les dépendances, c'est-à-dire sans changer le résultat final stocké dans les variables 3 adresses. Donc, voici de manière un petit peu plus technique ce que c'est que l'ordonnancement d'instruction. Un ordonnancement, c'est une fonction qui associe une date logique à chaque instruction. Donc par exemple ici, l'ordonnancement initial associe la date logique 0 pour S1, puisque c'est la première instruction à être exécutée, et 1 à S2. Donc θ de S1, c'est 0, et θ de S2, c'est 1. Comme cet ordonnancement est celui initial du programme, par construction, il est correct, c'est celui qu'a voulu donner le programmeur. Imaginons maintenant qu'on prenne l'ordonnancement suivant, θ de S1 égale 1 et θ de S2 égale 0, ce qui signifierait qu'on exécute S2 avant S1. Évidemment, ici, il y a un changement de valeur des variables, puisque la lecture ici de U1 dépend de l'écriture de ce U1. Donc ici, l'ordonnancement que je viens de montrer n'est pas valide. Donc pour qu'un ordonnancement soit correct, ça doit respecter ce qu'on appelle les dépendances de données, dont je viens de montrer un exemple ici. Étant donné un basic block, étant donné un bloc de base, plein d'ordonnancements sont possibles, et la question c'est quel ordonnancement on choisit, quel ordonnancement valide évidemment on choisit, et bien ça dépend de l'architecture et de tout un tas d'autres choses. Donc les choix sont en général architecture dépendants, et le but du jeu c'est d'utiliser au maximum les caractéristiques intrinsèques de la machine. Alors il y a plein de choses que la machine peut nous offrir. La machine peut avoir des unités de calcul parallèles. Donc éventuellement, on pourrait imaginer maximiser les instructions qui peuvent, mettre ensemble ou mettre à la même date des instructions qui peuvent être réalisées en parallèle. Ce qui impose de, évidemment, savoir quelles sont ces instructions que l'on peut faire en parallèle. Ensuite, certaines des machines ont des loads et des stores non bloquants. Donc comme les loads et les stores sont non bloquants, on peut imaginer commencer un load, faire des calculs qui n'ont rien à voir avec ce load, et juste après, profiter de ce laps de temps pour faire donc un calcul, et juste après, calculer le résultat qui dépend du load. Donc ça cache, on dit que ça cache la latence, parce que ça cache le coût d'un load. Ensuite, certaines machines ont des pipelines, donc je vous renvoie à votre cours d'architecture, et après, les machines ont plus ou moins de registres. Donc évidemment, certains de ces critères sont un petit peu incompatibles, c'est-à-dire vont dans des sens un peu différents, et faire un ordonnancement d'instruction est un art. Voilà, donc je vais passer maintenant à la partie qui nous intéresse et qui montre qu'un ordonnancement a un impact sur l'utilisation des registres physiques. Voilà. Donc j'ai montré ici deux blocs de base. Donc c'est des blocs de base. Donc les instructions ici sont à considérer, voilà, T1, T2, T3, enfin ABCD, etc. Numérote des instructions du bloc de base initial. Donc T1 commence par faire un load, et puis il calcule avec ce load, et à un moment donné, on stocke dans Y la valeur du résultat T8 qu'on a calculé en fonction des instructions précédentes. Ce que j'affirme, c'est que le bloc de base suivant à droite calcule exactement le même résultat, c'est-à-dire va calculer exactement le même store ici. Voilà, donc T8 à la fin calcule exactement
le même store, malgré le fait que certaines instructions aient été reordonnancées. Donc par exemple ici D a remonté, donc T4 égale T1 moins 4 a remonté. Alors pourquoi j'ai le droit de remonter D? Parce qu'en fait, aucune des opérandes qui apparaissent à droite de l'instruction n'a été modifiée entre B et C. Donc si je veux, je la remonte juste après A, puisque D ne dépend que de A. Voilà. Donc maintenant, faites-moi confiance, ce bloc de base et ce bloc de base calculent le même résultat, donc sont sémantiquement équivalents. Et je vais montrer maintenant ce qui se passe sur la pression des registres. Donc ici, j'ai des temporaires, donc ici, moralement, c'est mes temps de la génération de code 3 adresses, et je vais montrer ici que mes temporaires ne peuvent pas être mappés sur plus de 4 registres physiques, parce que par exemple ici, si vous regardez l'ensemble des temporaires qui sont vivants, dont la valeur doit exister à cette ligne E, et ben on a au moins 4. Voilà. Donc pourquoi il y en a au moins 4? Parce que je vais utiliser la valeur de T1, la valeur de T2 est utilisée après, mais définie avant et utilisée après, la valeur de T4 est définie avant et utilisée après, et T3 aussi. Donc ici, là, on doit avoir 4 registres qui sont vivants en même temps. Si je regarde à droite, quelle que soit la ligne que je regarde, eh ben, on a au plus 3 registres temporaires qui sont vivants en même temps. Donc, par exemple, ici, T1 est vivant parce que T1 a une longue durée de vie, T4 est défini avant et mangé après G, enfin, mangé par l'instruction G, etc. Donc, c'est 3. Voilà. Donc, ici, on dit qu'on a moins de pression registre parce que la taille, la largeur du nombre de registres ici qui sont vivants en même temps est plus grand strictement à gauche qu'à droite. Donc ça signifie, lors de l'allocation de registres, qu'on a moins besoin de registres physiques à droite qu'à gauche. Donc on reverra ça plus en détail lors de l'allocation de registres. En tout cas ici, ce qu'on veut favoriser, c'est la réutilisation des registres, et donc trouver un ordonnancement qui vous donne des durées de vie plus faibles. Le problème d'ordonnancement avec comme fonction objectif la diminution de la pression registre est un problème qui est NP complet sur les DAG, mais il paraît que sur des arbres, c'est un problème qui est linéaire. Donc je vais vous montrer l'algorithme de SETI-Human qui va marcher sur les arbres et qui est en pratique implémenté sur des DAG en utilisant les mêmes heuristiques de décomposition en forêt dont j'ai parlé précédemment. Voici le principe de l'algorithme de SETI-Human sur les arbres. Et donc je vais d'abord parler du nombre de pseudo-registres nécessaires pour calculer une sous-expression d'un nœud de cet arbre. Donc la sous-expression d'un nœud de cet arbre, c'est l'expression qui est calculée par le sous-arbre dont ce nœud est la racine. Donc je vais appeler ρ le nombre de pseudo-registres, c'est-à-dire de temporaires, qui sont nécessaires à calculer ce nœud. Strictement nécessaire, c'est-à-dire que sans reuse. Si maintenant ce nœud est une feuille, ça veut dire qu'il suffit d'utiliser un registre, et donc ρ de cette feuille, c'est 1. Regardons maintenant le cas où ce nœud est un opérateur binaire avec les sous-expressions E1 et E2. Ici, il y a deux possibilités. Soit E1 et E2 ont besoin du même nombre de registres. Et bien, pour calculer E1 plus E2, on a besoin d'un registre supplémentaire pour utiliser l'instruction add et calculer ce registre. Donc là, il n'y a pas de problème, on a besoin de ρ de E1 plus 1. Si maintenant, le nombre de registres nécessaires pour calculer E1 est strictement inférieur au nombre de registres pour exécuter E2, on va d'abord exécuter E2. Donc ça va prendre ce nombre de registres qui est ρ de E2, qui est le maximum. Ensuite, on va exécuter E1, et on peut récupérer le registre manquant de E1 pour calculer l'opération. Donc on va voir ça dans l'exemple suivant, je ferai un dessin. Ensuite, on va calculer
on va produire le code en utilisant un parcours d'arbre. Je vais maintenant dérouler l'algorithme de Ceti-Ullmann sur cet exemple. Et donc ici, j'ai mis en avance le résultat. À partir de l'algorithme de Ceti-Ullmann, on génère un ordonnancement nouveau du bloc de base, ici, qui, par construction, réalise un ordonnancement à pression registre qu'on a calculé par l'algorithme. Donc ici, on voit bien que cet ordonnancement vous donne une pression registre, c'est-à-dire un nombre de temporaires vivants en même temps max, de taille 3. Précisons maintenant l'exécution de Ceti-Ullmann sur l'exemple ici. Donc je vais numéroter les nœuds de ce graphe en fonction des appels que je vais faire pour l'algorithme de Ceti-Ullmann. Donc je commence évidemment par les feuilles. Chacun des B ici, il suffit de les stocker dans un unique registre temporaire, donc il n'y a pas de problème. Ici, pour calculer le fois, il me faut un registre temporaire de plus, puisque je suis dans le cas d'un arbre équilibré au niveau des rows. Donc je fais 1 plus 1 égale 2. Je passe maintenant à la deuxième partie de l'opérande, à la deuxième opérande du plus. Ici, je suis dans un cas symétrique. Donc 1 plus 1 égale 2. Et ici, je suis dans le cas intéressant dans lequel il faut strictement moins de registres ici que de registres ici. Donc je vais réutiliser le registre ici qui manque pour me satisfaire de 2 registres. Et ensuite, 2 plus 2 égale 3. Passons maintenant à la génération de code à partir de cet arbre. Donc ici, je vais faire l'hypothèse que les B, A et C sont déjà dans des pseudo-temporaires qui s'appellent A, B et C. Et je commence par générer le code avec un parcours en profondeur. Et donc ici, le membre de gauche de plus. C'est parti, je vais commencer par faire donc dans un premier temporaire la multiplication de B et D. Passons maintenant au membre de droite. Attention, dans l'algorithme, ce qu'on fait, c'est qu'on génère le code par la branche la plus grande. Donc je vais faire la multiplication de A et de C avant de faire le load de 4. Puis je vais faire la multiplication ici de 4 avec temp 2. Et enfin, la dernière addition. Ce qui termine l'exemple. Au passage, j'attire votre attention sur le fait que je n'ai pas généré un code avec un nombre minimum de registres temporaires, mais j'ai généré un code avec un nombre de registres, avec un ordonnancement qui nous permet d'avoir une pression minimale en nombre de registres temporaires. En pratique, dans notre compilateur, on ne réalisera pas de sélection d'instructions et on laissera les instructions de blocs de base dans l'ordre où elles étaient à la génération du code 3 adresses. En conclusion sur les choses que l'on fait à l'intérieur d'un bloc de base. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'on fait des choses qui sont de l'ordre de la sélection. Donc cette sélection, elle est obligatoire. On a montré un algorithme d'optimisation, mais on peut, si on veut, mapper rapidement des instructions dans l'ordre où elles nous viennent, donc 1 pour 1. Et l'ordonnancement, la réordonnancement, c'est une optimisation qu'on peut ou pas décider de réaliser. Ces deux optimisations de blocs de base sont des domaines de recherche à part entière. Il y a pléthore d'autres algorithmes dans la littérature, plein d'heuristiques qui vous permettent d'ordonnancer tel ou tel type de programme. En pratique, on ne va pas faire de sélection d'instructions parce qu'on n'a pas beaucoup d'instructions différentes dans notre machine cible. Et on ne fera pas le redonnancement d'instructions parce que
En pratique, il faut des programmes un peu plus gros que ceux qu'on a en TP pour pouvoir montrer que ça a un sens, ou montrer une optimisation en tant que de calcul. Donc on n'implémentera aucun des algorithmes précédents. On va donc passer dans la suite à une autre représentation intermédiaire intéressante, qui est uniquement au programme de CAP. En conclusion de ce cours sur les représentations intermédiaires, pour capturer le flow du programme, on a inventé une représentation intermédiaire qui s'appelle le graphe de flow de contrôle, dont nous avons montré une construction. Dans cette construction de graphe de flow de contrôle, les nœuds du graphe sont des basic blocks, et nous avons montré comment nous utilisons ces blocs de base pour sélectionner les vraies instructions machines de façon plus ou moins intelligente avec un algorithme d'optimisation. Et nous avons montré comment il est possible de réordonnancer ces instructions pour diminuer, entre autres, la pression registre. À bientôt!